et le 4 sont un gros album, globalement, qui a été coupé comme on a pu, globalement, mais fondamentalement, il y a vraiment le tome 1 et le tome 2 qui forment, pour moi, un monolithe cohérent, qui est entre la préparation du voyage et le voyage, et le tome 3 qui sont l'exploration et la conclusion. Donc, ce qui nous a amusé à la fin du tome 3, c'est de... Comment dire? Il y a une mutinerie à chaque fois, l'environnement est climatique et l'environnement a une influence sur l'état psychologique des personnages. Et les choses arrivent parce qu'elles sont préparées ou encouragées par leur environnement. C'est-à-dire que l'Anuren pète un plomb quand ils sont dans le marécage au début du tome 4 parce qu'ils n'ont pas de visibilité, ils ne voient pas à 5 mètres. Et quand on est paumé, qu'on n'a pas de plan, qu'on ne sait pas où aller et qu'en plus on ne voit rien de ce qu'il y a devant, ça crédibilise l'idée qu'on s'est complètement planté. Et la colère est légitime parce que le lieu l'encadre. Et à chaque fois, on essaie de faire un petit peu ça. Donc nous, on avait vraiment besoin, dans ce début d'album, de montrer que tous les choix de Longjeune étaient les mauvais. Qu'il s'était planté sur toute la ligne, qu'il n'avait plus aucune crédibilité, et que donc quasiment plus personne ne le suivait, si ce n'est que sa direction ou une autre n'était pas pire qu'une autre. Et on voulait absolument que le combat qu'il avait amené pour essayer de remettre tout ça sur les rails était le plus difficile, le plus ardu, le plus méritant possible. L'environnement est juste là, encore une fois, pour mettre en avant l'état émotionnel du protagoniste qui vit la scène. Mais si le seul moyen en fait de savoir qui sont vraiment ces gens, pas qui sont en société ou en salon, non, qui sont au fond d'eux-mêmes, quand arrive le problème, quand arrive le choix, c'est comme dit Mathieu, c'est évidemment de leur mettre le maximum de conflits possibles face à eux. Et dans des histoires d'aventure, une grande partie des conflits viennent de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on est allé finalement vers des contextes de plus en plus conflictuels. Déjà la jungle c'est dur, la chaleur c'est dur, être perdu c'est dur. Et quand en plus vous vous trouvez au milieu d'une cité avec, je sais rien, 150 Indiens ou 200 Indiens dégénérés prêts à vous transformer en Mikado vivant, voilà, le niveau d'enjeu passe un cap, d'autant que vos amis sont prisonniers, la femme à qui vous aviez juré une forme de fidélité et surtout d'engagement voilà, est perdue. En fait, il y a quand même un travail de construction sur les 4 albums qui est de dire, bon, il faut qu'il y ait de plus en plus d'enjeux, il y ait de plus en plus de risques, il y ait de plus en plus de conflits, et bon, qui sont les clés même de la dramaturgie, et c'est vrai que nous, on a construit ça comme ça. Et le lieu représente parfaitement ça, mais en aventure, c'est l'élément clé. Puis il y a un truc qui est marrant, c'est que les pirates, c'est quand même les rois de la mer, globalement. C'est les meilleurs navigateurs, dès qu'on les lâche sur un océan quel qu'il soit, ils s'en sortent, ils contournent, comme ils ont à la fois la connaissance et pas de règles, ils arrivent à surprendre tout et tout le monde par des stratégies surprenantes. C'est les roublards, c'est éternellement les roublards. Et là, on les a vraiment mis dans un contexte où leur roublardise ne sert à rien, où ils sont perdus, paumés, on les a mis dans la situation la pire pour eux. D'abord, ils sont à terre, là, pas forcément où ils sont le plus à l'aise. Ensuite, ils sont obligés de se démerder dans un univers urbain où ils sont minoritaires. Ça, c'est plus ou moins classique. Mais où ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils font là et comment procéder. Ils sont perdus dans les codes, perdus quelque part dans leur objectif, parce que donc, je ne prétends également qu'il n'y a pas de trésor. Donc, puis il y en a un, enfin, il change d'avis, enfin, c'est très compliqué. On a une équipe qui n'a plus de cohérence. Et c'est ça qui est amusant, c'est que c'est là où les individus commencent à renaître. Et l'album est fait comme ça. C'est un groupe qui va faire une expédition. L'expédition va leur échapper. La limite du système de Longjeune va faire que tout va voler en morceaux assez rapidement. Mais que là où tout le monde se serait sans doute découragé, se serait barré, les pirates sont habitués dans la merde. Les pirates sont habitués à des individus qui s'en sortent par rapport à leurs propres armes. Et on va se concentrer sur chacun, et chacun aura sa capacité. Le seul qui ne pourra pas y arriver, c'est Danzig, en fait, globalement. Parce que lui est un homme de société qui ne fonctionne que par rapport à des groupes. Et donc il va toujours se structurer par rapport à des plans, par rapport à des campagnes, on va dire, globalement. D'ailleurs, on va avoir un résultat assez patent. Mais on a essayé de faire que toutes les personnalités se révèlent au maximum dans un contexte donné. En fait. Et l'album a été construit autour des quêtes et des itinéraires de chacun. Les personnages qui fondamentalement prennent une grande décision du côté des héros dans cette histoire, c'est Viviane qui arrive à dépasser sa peur de son mari, qui va aller jusqu'à un sacrifice incroyable pour sauver ces pirates, donc qu'a priori elle pensait manipuler. Donc elle est quand même moteur de ce récit. Quant à Longjeune, c'est celui qui, alors que tout lui dit « laisse tomber, remonte à bord de ton bateau et rentre chez toi », dit « non, moi je continue ». C'est celui qui, alors que tout lui dit « écoute, t'as une chance de te barrer, de revenir et d'être riche », dit « non, je vais aller me battre jusqu'au bout ». Donc voilà. Puis, je vais vous dire, il y a un élément qui est particulier dans cette histoire en fait. C'est qu'il n'y a pas d'objectif absolu en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de trouver un trésor, ils en parlent, ils aimeraient bien, parce que tout le monde a envie de trouver un trésor. Mais c'est pas ça ou la mort. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de se
mettre dans une catastrophe et dans une merde absolue, mais l'objectif final ne drive pas tant que ça leur motivation. C'est-à-dire, c'est comme disait Xavier tout à l'heure, ils veulent un trésor pour l'enterrer. C'est le charme du pirate, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire ça parce que je pourrais reconstruire la ville, machin, etc. Ou enfin, je pourrais sauver les enfants, machin, etc. Genre un objectif absolu qui détermine tout et qui justifie tous les... Non, ils sont globalement parce que c'est leur bon vouloir. Et c'est ça qui est amusant dans ce récit, en fait. C'est que personne n'a de projet. On va prendre l'argent, puis après on va faire ci, on va faire ça, etc. Non, c'est juste, je veux prouver que je suis capable d'y arriver. Un trésor, on va le récupérer, puis c'est tout. Il n'y a pas de questionnement autre que ça, globalement. Et donc ça donne une espèce de beauté tragique, un petit peu fantasque et un petit peu fantaisiste à tous ces fous qui sont en train de prendre des risques absolument délirants et à mettre un bazar en pleine jungle absolument inédit, juste parce que ça les éclate. Et fondamentalement, c'est ça. Et donc la seule qui a un objectif vraiment tenu là-dedans, c'est Lady Hastings qui veut se débarrasser de son mari, mais très objectivement, les moyens qu'elle emploie ne sont pas les plus économiques. Elle aurait pu trouver sans doute une stratégie moins coûteuse pour le faire. Mais c'est sa nature, elle était en colère, elle a été motivée par la frustration et la colère, donc elle a pris des risques et des enjeux qui sont rationnels, elle n'avait pas besoin de participer à ce truc-là, elle pouvait envoyer des tueurs à gages, c'était quand même compliqué. Mais non, elle voulait assister au truc. Imagine, en arrivant, il t'arrive, tu prends ton pistolet, tu tires. Non, c'est ça, pas ça quoi, pas ça. Et ils sont tous là en train de... Et on achète ça parce qu'on se dit, mais oui, quand on va faire le tour du monde en kayak, on va faire le con sur le pôle, l'idée est la même, c'est pas entre Guinness, c'est très bien, mais l'idée c'est surtout de se mettre dans un contexte particulier, à vivre des choses particulières. Et ils sont tous un peu de cette veine-là globalement. Et donc c'est exaltant de faire vivre des gens comme ça. Moi je les aborde pas, comme ça c'est simple. Si, on en parle. Non, mais on se demande en fait ce que ça doit évoquer, mais ce ne sont pas des... En fait, le concept de ces cases n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'on sait qu'à tel moment de l'histoire, Lon John doit vivre un type d'émotion bien particulier, être dépassé, être submergé. Ça on le sait, ça c'est au niveau de l'histoire. Mais là où l'intrigue sur des cases spécifiques, je ne parle pas du mouvement de l'histoire, mais sur une case, là n'a pas beaucoup d'importance. C'est comme si je disais à ce moment-là dans l'intrigue, il trouve un tournesol magnifique. Oui, si le tournesol il est dessiné par Van Gogh, ça va être bien. Si c'est moi qui le dessine, ça va être nettement moins bien. Et c'est pour ça que ces cases, une fois de plus, je ne parle pas du courant dans lequel elles se trouvent, mais de la case en elle-même, n'est pas actuel, conceptuel. Là, c'est purement formel. En fait, on a un job à faire globalement, et nous, en tant qu'auteurs, vis-à-vis de nous-mêmes déjà, et après, qui voudra, c'est qu'il y a une promesse de voyage, qui est vraiment le voyage, beaucoup d'histoires par de voyage, et pas beaucoup d'histoires par de découverte. Nous, notre boulot, comme on fait une bande dessinée, qu'on est libre et qu'on peut emmener les gens là où on veut, là où on peut, c'est d'essayer de donner la plus grande spécificité émotionnelle, de sujet, de traitement, d'humeur, au lecteur. Et donc, en fait, on est parti sur un récit d'exploration et on a dessiné un certain nombre de choses qu'on connaît, globalement, parce que des cités perdues, on en a déjà vu, c'est pas un cas nouveau, des lagons, on en a déjà vu, des mers, des océans déchaînés, des tempêtes, on en a déjà vu, mais c'est là où le métier de l'acteur, de l'auteur devient vraiment marrant, c'est qu'on se surprend à chaque interprétation, c'est-à-dire que la façon qu'on a eu de faire vivre une tempête, ou de faire vivre une mutinerie, ou de faire vivre le châtiment de Jack et compagnie, donne une couleur particulière. Et quand tout d'un coup on doit aller, ça c'est pour des scènes on va dire plus ou moins pragmatiques, mais quand on est sur des scènes de pur fantasme, le travail n'est pas différent. C'est-à-dire que l'imaginaire auquel on fait appel pour faire ce genre de créatures ou pour faire des scènes fantasmagoriques sont juste l'expression d'une émotion à un moment donné. Et pour moi, j'ai juste l'impression, comment vous dire, la scène par exemple où le grisou est complètement drogué et a des visions sublimes d'espèces de prêtresses aztèques dans des océans d'or liquide. Ok, vu comme ça paraît un petit peu délirant, mais fondamentalement pour moi, le raisonnement se passe à l'inverse. C'est-à-dire que je suis drogué, je rêve d'or et je rêve de belles nanas, c'est logique vu que je vois pour moi un absolu et que je suis de bonne humeur. Bon, je vois des nanas sublimes, vaguement costumées dans ce que j'imagine être un costume Aka, dans des océans d'or liquide, c'est tout, c'est un raisonnement finalement totalement logique. Et après, c'est la façon dont ça va être fait qui va donner soit la crédibilité, soit l'incarnation, soit tout ce qu'on voudra. Mais il n'y a pas c'est pas un processus à part en fait. Quand je dois dessiner un lagon, j'imagine les choses exactement de la même manière. C'est un lagon, c'est de l'eau turquoise, c'est des palmiers, du sable blanc, ok, roule. Et j'essaie de faire ce qui me touche là-dedans. Et avec Xavier, on travaille sur le cahier des charges. C'est-à-dire, ils se sont passés 5 semaines à bord de cauchemars, de privations, ils arrivent dans le lagon, c'est un endroit de paradis. Parce que émotionnellement, quand on arrive dans un endroit comme ça, j'imagine qu'on vit un moment absolument extatique. Donc le dessin devait dire ça. Le dessin ne devait pas être la réalité, il devait être
au maximum au service de cette humeur-là. Et là, quand on part dans des récits mythologiques, où on vous parle d'alignement de planètes qui vont plonger dans des puits sans fin pour réveiller des créatures immémoriales, on est dans une humeur graphique totalement différente, et moi, on me raconte ça, c'est ce genre d'images qui apparaissent immédiatement. Ça n'est pas un... Voilà, je ne saurais pas dire, il n'y a pas de procédé de construction particulière, c'est simplement ce que ça m'évoque. Donc, en tout cas, je trouve que ça se construit en émotion, en fait. C'est-à-dire que l'idée, et je pense que beaucoup d'histoires marchent bien à cause de ça, c'est quand on essaye, non pas d'enchaîner des faits, mais d'enchaîner des émotions. C'est-à-dire que vous savez, quand vous mettez sur un tableau la préparation d'une histoire, il y a deux façons de le faire. Le premier, c'est que vous pouvez marquer les enchaînements d'événements. Il arrive, sa femme le trompe, donc il tue sa femme, etc. Vous listez les événements. Et il y a une autre façon de le faire qui est parallèle à celle-là, c'est de mettre des couleurs. Des couleurs pour les émotions. Il rentre chez lui, il est tranquille, c'est blanc bleu. Il voit sa femme le tromper, il s'énerve, c'est rouge. Il la tue, il est triste, c'est noir. Et vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, l'aller-retour qu'on a entre le dessin et notre collaboration, elle est là-dessus, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sur le factuel et donc chaque scène et après chaque case doit être une fiche d'une couleur bien déterminée. D'accord. Et puis après, il y a la représentation. Ça, c'est une fois qu'on a défini le sujet et qu'une fois qu'on a donné une relative incarnation à ce sujet, il y a le dosage, c'est-à-dire jusqu'où on va, où on s'arrête. C'est là que le style prend une certaine importance, c'est-à-dire avec des femmes semi-dénudées en string aztèque dans un océan d'or liquide, ça pourrait donner une image un peu particulière, un peu étrange. Et c'est la façon dont on va essayer de placer à une certaine onirisme, de les faire sexy, mais en même temps sans aucune volonté de l'être quelque part, parce qu'elles ont une espèce de gestuelle un peu particulière, etc. Ces injonctions d'éléments fait que l'image ne peut pas être soupçonnée d'être racoleuse en fait. Et ça, c'est raisonné pour le coup. C'est-à-dire que je vois très bien en dessinant quels sont les moments où je passe d'un univers à un autre, où je passe à un striptease de Las Vegas, à une espèce d'image un peu surréaliste, étrange, onirique, etc., qui impressionne autant qu'elle séduit en fait. Et l'objectif était rigoureusement là. Moi, je suis souvent dans ces mélanges d'humeur, en fait, quelque chose qui fait toujours intervenir de l'étrangeté, qui séduit, qui est toujours assez lisse. On n'a pas, globalement, aussi bien Xavier que moi, on va rarement dans des scènes dérangeantes ou extrêmement malsaines ou grimaçantes, globalement. Elles peuvent être intenses, elles peuvent être violentes, mais elles sont rarement twistées ou complaisantes, je dirais. Donc voilà, c'est un dosage. Là-dessus, on est très calibré, on a vraiment un réglage là-dessus, on s'entend très bien. Et donc, il ne m'aurait jamais laissé passer une image où j'aurais fait des nanas sexy dans des poses invraisemblables du Crazy Horse. Parce qu'on aurait tout d'un coup quitté un... J'aurais été surpris d'en voir. Oui, c'est pas le rapport au cul, c'est juste que... On allait dans une ligne qui aurait pu être totalement... Ou alors il aurait fallu le faire avec un esprit tellement baroque, tellement rabelaisien, tellement objectivement too much, qu'on serait arrivé vers quelque chose d'absurde et d'étonnant, mais qui aurait eu une crédibilité par un autre biais. Mais quand on arrive dans les images aussi dangereuses que ce genre de choses, la rigueur du ton est absolument décisive. C'est quelque chose qui, sinon, nous emmène directement dans la catastrophe. Ce qui est plus dangereux que dessiner un type qui lit un journal sur un banc, où là, on n'a quasiment aucune chance d'être dans la vulgarité ou la grossièreté. Là, par contre, on est sur des secteurs, et souvent dans l'aventure... On a vu une main de le faire. Ça va venir, tu vois. Non, mais voilà, c'est vrai. Mais après, c'est pas raison ou tort. Hein. Le choix de Long John, c'est d'être un petit peu dans ce réglage.